Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. On a un peu oublié ce qu'a été l'incroyable gloire de Bourvil dans les années 1960. Sa présence à la télévision notamment était à chaque fois un événement. On lui posait 1000 questions sur sa vie et notamment sur son enfance, une enfance qui paraissait loin à l'époque et qui pourtant était très présente encore à son esprit. Oh, je suis né à un âge si modeste que ça ne vaut peut-être pas la peine de le préciser, disait-il. Et alors, il avait cette façon de dire les choses tellement gentille, tellement naïve, qu'évidemment on riait presque naturellement, avant même quand il disait des choses qui n'étaient pas forcément très drôles. Je ne savais pas encore que je m'appellerais Bourvil, ni d'ailleurs André Rimbourg. Dans les mains de la sage-femme, je pesais 8 livres, à peine le poids d'un accordéon, dit-il. Et c'est vrai que l'accordéon, nous le retrouverons dans le cours de cette émission, a un peu accompagné la vie de ce saltimbanque dans l'âme. Je suis né dans une ferme, dit-il, en face d'une meule de foin, et il m'en est resté quelque chose. Oui, il est resté quelque chose d'infiniment rural dans ce qu'il y a là de plus noble et de plus ancestral chez cet acteur qui était un petit peu et qui a joué beaucoup sur cette fibre et sur cette corde qui était un peu le paysan à l'écran. Bien avant de se faire appeler Bourvil, donc, il s'appelle André Robert Rimbourg. Il était né le 27 juillet 1917 à Prétot-Vicmar. Prétot-Vicmar, c'est dans ce qu'on appelait à l'époque la Seine inférieure. C'est que par la suite, on s'est mis à parler de Seine-Maritime. C'était considéré comme plus présentable. Son père et sa mère sont cultivateurs, évidemment. Deuxième enfant de cette petite famille, André. Son grand frère qui s'appelle René ne va pas longtemps connaître son père, enfin ni l'un ni l'autre, bien sûr. Le père va mourir de la grippe espagnole et il meurt quelques semaines seulement après la mort de l'armistice, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas encore été démobilisé, ce qui veut dire qu'André, ayant à ce moment-là 1 an à peine, il n'a pas connu son père. Et la mère, elle s'appelle Eugénie, va se remarier très vite avec un homme qui devient pour André et pour René un véritable père. C'est Joseph Ménard. Et toute sa vie, André va garder un grand attachement pour cet homme qui avait su accepter les enfants d'Eugénie comme s'ils avaient été ses propres enfants. D'ailleurs, il ne sera pas innocent dans la carrière d'André, ce Joseph Ménard. Bon, la famille vit dans un village qui s'appelle Bourvil. Bien sûr, Bourvil, mais alors Bourvil I2LE. C'est le village de naissance d'Eugénie. Lors de son second mariage avec Joseph Ménard, elle va redevenir mère de famille. Elle va donner naissance de nouveau à 3 enfants. Vie rude dans ce qu'a pu être la campagne normande des années 1920, vous l'imaginez. Mais dans ce climat de rudesse et d'une forme d'austérité, on ne peut pas dire que ce soit une jeunesse malheureuse. C'est même une enfance heureuse que celle d'André. Ses parents toujours sauront préserver leurs 5 enfants des malheurs qui peuvent être ceux qu'on rencontre dans cette période d'entre-deux-guerres difficile. André est un enfant gai qui pousse tout le temps la chansonnette. On lui reconnaît aussi un certain talent pour faire rire ses camarades. Déjà, oui, il a l'air toujours tellement innocent, comme ça, un peu en suspens. Ça fait rire. Il y a des gens, on ne sait même pas pourquoi. Je vous dis, leur présence fait rire. Est-ce qu'il en a conscience, André ? Oui, probablement. Il a probablement compris très vite le parti qu'il pouvait tirer de cette présence par essence hilarante. Franck Ferrand sur Radio Classique. Joseph Ménard dira à son fils, si je puis dire, son fils adoptif, de travailler, de trouver un métier qui lui permette de vivre. Parce que bien sûr qu'il a des passions, mais il faut aussi, vous savez, c'est dans toutes les familles, c'est comme ça, il faut assurer. Bon. En 1931, André obtient son certificat d'études avec la mention très bien. On le destine à devenir agriculteur. Lui entame des études d'instituteur à l'école primaire supérieure pour garçons de Doudeville. Mais c'est un pensionnat qui n'est pas du tout agréable, qui est très dur. André Rimbourg a du mal à supporter la discipline très stricte qu'on fait régner dans cet internat. Et 2 ans plus tard, il décide de retourner dans sa famille, donc à Bourvil. Et c'est à 17 ans
qu'il va, dans une petite bourgade que tout près de Bourvil, devenir mitron. Hein. Il se lance dans la cuisine, rythme de vie difficile, mais encore une fois, il est toujours gai, il voit toujours tout en rose, il chante, tout en gardant les pieds sur terre. Hein. Il aime chanter, il chante à la messe, il l'a chanté très tôt comme enfant de chœur. Il anime aussi les fêtes familiales, les banquets, les kermesses où il reprend les chansons de Fernandel en faisant le pitre. Et petit à petit, il maîtrise tellement bien le répertoire drôle de Fernandel, il faut dire que les chansons de Fernandel étaient désopilantes, qu'on l'appelle le Fernandel normand. Et c'est comme ça qu'il intègre une fanfare, la fanfare de Fontaine-le-Dain. Alors il joue un peu de tout, il joue de l'harmonica, de l'accordéon, du cornet à piston, enfin vous voyez, oui, c'est un fantaisiste de fanfare, c'est exactement ça, le jeune André Rimbourg, qui va faire là une grande rencontre, celle qui va devenir la femme de sa vie, hein, bien sûr, Jeanne. Alors, c'est lui qui nous raconte ça, si vous le voulez bien. Je ne veux pas me donner le ridicule de l'imiter, mais imaginez tout le charme de naïveté qui accompagne les paroles de Bourvil. Mon grand coup de foudre s'est produit au bal de la fanfare dans le flonflon des valses lentes, dira-t-il. Malheureusement, ma spécialité à moi, c'était plutôt la musique que la danse. Jeanne dut s'en apercevoir tandis que je l'entraînais dans un one-step semé d'embûches. Heureusement qu'elle savait le musicien virtuose que j'étais. Ça sauvait mon prestige et tout de même, je me suis arrangé pour que nos rencontres suivantes aient lieu ailleurs qu'au bal. Bientôt, j'allais voir Jeanne à la petite ferme que sa mère et ses 6 sœurs exploitaient. Je faisais ma cour de façon tellement discrète que ça devait se voir comme mon nez au milieu de ma figure. N'empêche que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire « Il serait temps de te faire une situation si tu veux demander la main de la demoiselle ». Et là, je le voulais demander la main de cette demoiselle. J'y pensais, tandis que Jeanne et moi, nous nous promenions le dimanche et que nous faisions des projets. On a attrapé la migraine. Elle a 18 ans, Jeanne. Elle a exactement le même âge qu'André. Et ça va être l'unique amour de Bourvil. 2 ans plus tard, on est là en 1937. André est volontaire pour le service militaire, ce qui lui permet de choisir son arme. Il va être incorporé au 24e régiment d'infanterie à Paris. Et qu'est-ce qu'il fait dans son service militaire ? Il reste dans la fanfare. Il est cornettiste dans la fanfare du régiment. Et alors qu'il se rend pour son incorporation à Paris, il y a un petit bouleversement dans sa vie, puisque à Rouen, en passant par Rouen, il va voir sur les planches du cirque d'hiver de Rouen de l'époque, celui qui est l'idole de sa vie, celui dont il chante toutes les chansons, Fernandel en personne. Oh, c'est un souvenir inoubliable, dira-t-il. Mon cœur battait, j'étais au bord des larmes, ce métier me bouleversait. Il aura été depuis toujours un grand amour. Bourvil en est certain. Dans 2 ans, c'est-à-dire dès qu'il va avoir fini son service, il pourra se consacrer entièrement à sa passion des planches. Vous écoutez Radio Classique. Donc, on est toujours au service militaire. Là, en 1938, ses camarades de chambrée lancent un défi à André, s'inscrire à un radio-crochet, le grand radio-crochet de Radio Paris à l'époque, qui s'appelle Les Fiancés de Beer. Oui, on fait de la publicité à l'époque à l'antenne, sous le pseudonyme d'Andrel. Vous voyez à quel point il reste toujours fidèle à cette image de Fernandel. Il va interpréter la chanson Ignace et il gagne le prix Beer, 300 francs qu'il emploie immédiatement pour s'acheter un accordéon. Et quand la guerre s'invite sur la scène européenne, on est en 1939 bien sûr, André Rimbourg termine tout juste son service militaire. Ça fait 2 ans qu'il était dans l'armée. Il va opérer, si je puis dire, en tant que brancardier. Il écrira Bourvil, si je puis ainsi l'appeler. C'est ainsi qu'en 1939, et par personne interposée, Hitler et moi entrâmes en conflit armé. Oui, on voit André Rimbourg évacuer les blessés à Dun, à Montmédy, vous savez, près de la frontière belge, à Rethel, puis à Arzac dans les Basses-Pyrénées. On comprend quel a été le mouvement général des troupes. Dans leur biographie de Bourvil, Christian Plume et Xavier Pasquini nous disent, je les cite, « Dans la tragédie qui bouleversait la France, les bonnes fées veillaient encore sur le petit mitron normand. Car à Arzac se trouvait replié un autre soldat qui allait terriblement influencer son destin. Ce soldat, ouvrier imprimeur dans le civil, avait lui aussi le boyau artistique et comme André Rimbourg, il jouait de l'accordéon en amateur. Mais aussi,
en virtuose, puisqu'il signera quelques années plus tard d'excellentes chansons comme À Joinville-le-Pont et surtout la plupart des grands succès du futur Bourvil comme Les Crayons ou La Tactique du gendarme. Il s'appelait Étienne Lorrain. Pour le moment, il essayait de survivre comme les autres et cherchait surtout à redonner le moral aux débris de la pauvre armée française. Il trouva aussitôt un allié, un partenaire dans cette tâche, en la personne du soldat Rimbourg, qui lui non plus n'avait pas perdu le moral dans la tourmente. Lorrain organisait des soirées dites de music hall, au cours desquelles les soldats repliés qui se sentaient un petit talent d'artiste venaient se produire. Faut imaginer, on est dans le contexte de ce grand effondrement de la France, tous les repères sont en train de basculer. Je cite de nouveau Christian Plume et Xavier Pasquini. Naturellement, le soldat Rimbourg fut l'un des premiers arrivés. Aussitôt, ce fut le coup de foudre entre Étienne Lorrain et lui. Bien conseillé par Lorrain qui avait une assurance de professionnel, le soldat Rimbourg devint rapidement le célèbre comique troupier Andrel. Se produisant tous les soirs, il met au point son personnage de paysan naïf, bébête, s'essayant même dans des sketchs de son cru. Le moment est venu de redevenir civil, en pleine occupation. Andrel n'a nullement l'intention de redevenir mitron. Il sent qu'il ne peut réussir qu'à Paris, mais cette fois, il sait qu'il ne sera pas seul. Il y a désormais un ami, Étienne Lorrain, qui lui aussi veut faire l'artiste. Et à Paris, c'est l'époque des petits métiers, plombier, garçon de course pendant cette période de l'occupation. Il continue à suivre des cours de trompette au conservatoire de Paris. Il court les radiocrochets, les cabarets, les music-halls. On lui demande de ne plus porter ce nom d'Andrel, parce que ça fait de l'ombre à Fernandel. Et comme un de ses cousins qui s'appelle Lucien Rimbourg essaie lui aussi de se faire un nom, il se dit qu'il va pas pouvoir s'appeler André Rimbourg. Puis André Rimbourg, c'est pas dans l'esprit de ce qu'il... Non, il lui faut quelque chose de plus léger, de plus charmant. Il va prendre le nom de son village normand, Bourvil, tout simplement, en enlevant le dernier L et le dernier E. En 1943, il va épouser son grand amour, Jeanne, en Normandie, bien sûr. Vous imaginez le genre de repas de mariage de l'occupation. Et puis, ils viennent s'installer à Paris, à Vincennes exactement, juste à côté de Paris, dans l'Est parisien. Et c'est au sortir de la guerre que Bourvil va faire parler de lui. En 1945, il y a cette chanson « Les crayons » qui raconte les malheurs d'une jeune marchande de crayons qui se fait voler les produits de sa vente. La carrière de Bourvil est lancée. Il va interpréter sa chanson la même année dans le film « La ferme du pendu », film de Jean Dréville. Et puis, ça y est, de toute façon, il a été remarqué parce que son visage est facile à reconnaître, sa façon de jouer, cette voix comme ça, un peu gaffeuse, ce genre un peu benet, tout ça plaît énormément. On a besoin, dans l'après-guerre, de se changer les idées, on a besoin de gens simples et purs. Il multiplie les apparitions. Voici ce que... Alors, on est en 48, il faut imaginer avec la voix de Bourvil, on est à la radio, voilà le genre de sketch. Il dit « Mesdames, messieurs, ayant remarqué que les gens ne savent plus se tenir en société, j'ai rédigé un petit traité de maintien dont je vais avoir le plaisir de vous lire certains passages. Ça peut toujours servir, dit-il. » Et les gens rient. Mais de toute façon, il vous lirait l'annuaire que vous ririez quand même. Et là, il sort un petit livre de sa page. Alors, j'ouvre au hasard, dit-il, chapitre 4 de la conversation, comment on doit appeler les personnages titres. À un prince, on dit « Votre Altesse », pas « Votre Altitude ». À un ministre, on dit « Votre Excellence », pas « Votre Perfection ». À un cardinal, on dit « Votre Éminence », pas « Votre Monticule », etc., etc. Voyez que, ça vole pas très haut, c'est très naïf, c'est très simple, mais on rit de bon cœur, c'est simple et c'est gentil. À un monsieur qui est abattu par une infortune conjugale, ne dites pas en guise d'encouragement « Allons, mon cher, il faut prendre le taureau par les cornes ». Oui, évidemment. Et au mariage d'une jeune fille pas jolie, ne dites jamais à ses parents « Vous êtes enfin arrivé à la caser », etc. Ce genre de sketch plaît à un public qui est avide de douceur, disons les choses. N'oubliez pas de quelle période on sort. Il a eu, si je puis dire, la chance, André Rimbourg, il a eu Bourvil, la chance d'avoir son âge et de ne pas être compromis du tout, de près ou de loin dans la Libération. Certes, il a fréquenté les cabarets en pleine occupation, mais on ne peut rien lui reprocher de grave. Et l'on a envie d'épouser avec lui une espèce de France profonde et rurale qui aura
toujours eu une espèce de bonne humeur de fond. Voyez si ce petit livre est instructif, conclut-il pour ce fameux sketch à la radio. Quand vous l'aurez lu, vous pourrez aller dans le grand monde sans crainte de passer pour un goujat. Et le public rit et rit de bon cœur. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il est dans son personnage, Bourvil, mais en même temps, il ne l'a jamais quitté. Hein. C'est son personnage, c'est lui, même s'il grossit le trait, bien entendu, il force un petit peu la cadence. Et en même temps, il sera étonnant vers la fin de sa carrière, puisque lui qui fait rire, le bonnet, etc., avec son béret, etc., ben, petit à petit, il va devenir un de nos plus grands comédiens dramatiques. Il touche à tout en attendant. Il est sur les planches dans des opérettes. C'est le grand genre de l'époque, les opérettes. La Route fleurie, bien sûr, en 52, avec Annie Cordy, Georges Guettari. C'est la grande époque du Châtelet, des décors inouïs et des changements de costumes extravagants. Il est aussi sur scène pour jouer au théâtre. Il chante ses compositions, donc à bicyclette, salade de fruits, un clair de lune. Vous avez entendu le petit bal, bien sûr. Bourvil fait aussi du cinéma, on compte plus ses apparitions. Hein, alors, il est maintenant aux côtés de Fernandel. C'est ça qui est extraordinaire pour lui, c'est qu'il joue à côté de son idole, mais aussi avec Jean Poiret, Francis Blanche, Annie Cordy, Françoise Sagan. On pourrait citer toutes les célébrités de l'époque, Juliette Gréco, bien sûr, Belmondo, Bardot, Brasseur, Morgan, Marais, Ventura, Delon. Il n'y a pas un très grand comédien qui n'ait pas joué avec Bourvil à l'époque, bien sûr. Le plus célèbre de tous étant Louis de Funès, qui va devenir son partenaire un peu plus tard. On n'en est pas encore tout à fait là. Le film important où justement il va croiser Louis de Funès, c'est en 56, La Traversée de Paris. Et là, Bourvil est dans un rôle nettement moins drôle déjà, beaucoup plus en demi-teinte, beaucoup plus grinçant, qui va révéler une nouvelle facette qu'on ne connaissait pas de lui. Il remporte d'ailleurs la coupe Volpi du meilleur acteur à la Mostra de Venise. C'est un film qui va faire connaître surtout Louis de Funès, mais qui a donné à Bourvil une autre dimension en quelque sorte. Bon, alors vous connaissez bien sûr les deux très célèbres films où vont jouer les deux comédiens de l'époque, hein, Louis de Funès et Bourvil. Le Cornio, bien sûr, en 1965, sous la direction de Gérard Houry, et 2 ans plus tard, toujours sous la direction d'Houry, La Grande Vadrouille, bien sûr. Et là, ça va être une explosion du box-office. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et malgré cette célébrité, car maintenant Bourvil, on peut dire, est devenu une des personnalités les plus célèbres du pays, incontestablement, il reste infiniment simple. Il ne prendra jamais la grosse tête, comme on dit, vous savez. Simplicité qui, tout au long de sa vie, l'aura accompagné. Il mène une vie extrêmement sobre et pure, si je puis dire, avec sa femme, Jeanne, bien sûr, et leurs 2 fils, Dominique et Philippe. Bourvil va lui-même veiller à l'éducation de ses enfants, d'ailleurs, et en dépit d'un agenda que vous pouvez imaginer, hein, avec beaucoup de tournages, beaucoup de tournées de théâtre également et d'opérettes, ces 2 fils toujours reconnaîtront l'effort de leur père pour être présent, pour être un bon père, toujours là dans la famille. J'ai une bonne santé, je fais un métier qui me plaît, j'ai 2 enfants formidables, une femme qui est une mère extraordinaire. Que voulez-vous de plus, dira-t-il. Et les auditeurs d'Europe numéro 1 à l'époque, on est dans la deuxième partie des années 50, au début des années 60, lorsqu'il venait très souvent gentiment faire le pitre, faire le gentil pitre sur les ondes, adoraient justement cette grande simplicité, cette espèce de clarté. Tous ses collègues, tous ceux qui l'ont côtoyé de près ou de loin, mettront en avant cette bonté, cette générosité qui n'était pas feinte. Vous avez des personnages qui peuvent paraître extrêmement sympathiques à l'écran et qui dans la vie sont nettement moins sympathiques. Ce n'était pas le cas du tout de Bourvil. À la fin des années 60, alors qu'il est vraiment devenu une immense star, il s'apprête à tourner de nouveau avec Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs, sauf qu'il ne va pas pouvoir. On lui a diagnostiqué un cancer. D'ailleurs, si on veut être tout à fait précis, c'est pas tout à fait un cancer, c'est une maladie de Kahler. Et il va faire le choix de ne pas en parler. Il ne communique pas du tout sur la question.
Le dernier grand tournage, c'est le Mur de l'Atlantique, bien sûr, en juin 1970. Un tournage rendu extrêmement dur par la maladie. Tout le monde est au courant sur le plateau, jusqu'au dernier assistant, mais bien sûr, puisqu'il a choisi de ne pas en parler, eh bien ça reste le tabou absolu. Et le 23 septembre 1970, c'est l'annonce terrible pour le public. Ça a été, mais vraiment un choc, ça a été une secousse pour la France entière, la mort de Bourvil, qui n'avait que 53 ans, vous imaginez ça. On va l'enterrer le plus simplement du monde, exactement comme il avait vécu d'ailleurs dans le cimetière de Montainville. Il aura beaucoup fait rire Bourvil, et si vous me passez l'expression, je dirais d'ailleurs qu'il a au moins autant fait sourire que rire. Et puis il a fait chanter, mais chanter intérieurement. D'ailleurs il avait déclaré « Chaque éclat de rire du spectateur me procure la même joie que pour un jeune homme sentimental, le baiser de l'être aimé ». Si ça n'est pas une déclaration d'amour au public. Vous écoutez Radio Classique.